Bonjour Moira. Bonjour Gwenola. Merci de prendre ce moment pour un petit peu échanger ensemble sur un thème dont vraiment tu es spécialisé, dans lequel tu es vraiment spécialisé, qui est celui du burn-out parental. Et au fond, la question c'est pourquoi ce thème? Donc ici aujourd'hui, dans la situation de confinement dans laquelle nous nous retrouvons tous, nous savons que ça peut être extrêmement mobilisant pour beaucoup d'entre nous dans les différentes sphères de notre existence, que ce soit la sphère professionnelle, la sphère familiale, la sphère personnelle, la sphère sociale. Et donc, j'avais envie de prendre un petit moment pour échanger avec toi. Peut-être d'abord pour te présenter. Au fond, donc, on se connaît depuis déjà plusieurs années. On s'est croisés dans les couloirs du laboratoire au temps de notre doctorat. Et aujourd'hui, donc, tu es professeur en psychologie à l'Université catholique de Louvain en Belgique. Et donc, comme je le disais, ton domaine de prédilection, c'est celui du burn-out parental. Tu as écrit 4 ouvrages de référence avec ta collègue Isabelle Roskam sur ce thème. Vous dirigez également une recherche internationale qui implique 45 pays sur cette thématique-là. Vous formez également des professionnels. Donc, je pense que tu es vraiment la bonne personne à qui s'adresser pour explorer cela. La question du burn-out parental, au fond, je trouve ça assez intéressant parce qu'on entend parler du burn-out professionnel maintenant depuis de nombreuses années. Et puis ici, grâce au travail que toi, Isabelle, avez fait, on entend de plus en plus parler du burn-out parental. Et je trouve que c'est un thème qui est très délicat parce qu'au fond, des parents peuvent se dire « mais tiens, j'ai voulu avoir des enfants, donc je dois les assumer ». Il peut y avoir des sortes d'exigences ou d'injonctions personnelles, aussi peut-être de stigmatisation sociale. Enfin, je serais intéressée de t'entendre à ce sujet-là, qui font que du coup, il peut y avoir une difficulté à nommer et reconnaître le fait que, oui, c'est difficile, le fait que les parents peuvent avoir besoin d'aide, qu'ils sont en détresse, que c'est un thème qui est vraiment important au niveau social et au niveau santé aussi, tant pour les parents que pour les enfants, et qui du coup peut être particulièrement exacerbé en ces temps-ci. Il y a j'ai discuté avec des familles ou des amis récemment qui me disaient « ah, c'est chouette, on a plus de temps aujourd'hui, on se retrouve en famille, on prend le temps de manger, on prend le temps d'aller faire un tour un petit peu, puisqu'on peut encore un petit peu sortir en restant avec les personnes qui vivent sous le même toit ». Et en même temps, on sait que ça peut être extrêmement difficile pour pouvoir faire face pour certaines personnes au télétravail, s'occuper de la maison, s'occuper des enfants, de l'école à la maison. Et du coup, on peut se retrouver dans des situations peut-être même tout à fait explosives. Oui, et ça c'est peut-être important de le souligner dès le début de notre entretien, c'est que évidemment on va mettre le focus sur le burn-out parental aujourd'hui parce que tu me l'as demandé, mais ça ne vient pas nier le fait que le confinement est aussi une opportunité en fait pour certaines familles, une belle opportunité de se retrouver comme tu le dis. Et donc le confinement n'est pas un cauchemar pour toutes les familles, loin de là. Mais comme on le verra peut-être ensemble au cours de notre conversation, ça peut le devenir. Et donc c'est effectivement un bon moment d'aborder ce thème parce que certaines familles se retrouvent dans une situation très très compliquée qui les épuise et qui pourrait bien les mener jusqu'au burn-out parental. Alors, c'est quoi au fond le burn-out parental? Quelles sont les caractéristiques? Comment est-ce qu'on peut reconnaître un burn-out parental? Alors, je dirais que il y a 4 symptômes primaires, 4 symptômes essentiels. Alors, le premier symptôme, c'est celui qui arrive en premier. Donc, ces symptômes forment des phases, en fait. C'est l'épuisement émotionnel, physique, lié au rôle de parent. Et ça, c'est important. Tu soulevais tantôt la question de la différence avec le burn-out professionnel, on y reviendra. Mais donc, c'est un épuisement qui s'inscrit dans le rôle parental. Le parent, si on lui propose d'aller faire une activité avec ses amis, d'aller passer un week-end en amoureux avec son conjoint, là, il retrouve de l'énergie. Et il peut même être plein d'énergie au travail. Mais dans le cadre de sa parentalité, il se sent complètement au bout du rouleau. La simple pensée de ce qu'il y a à faire avec les enfants l'épuise, lui donne juste envie de rester dans son lit. Alors, le deuxième symptôme, qui est en fait un mécanisme de défense par rapport à l'épuisement, c'est la distanciation affective d'avec ses enfants. Donc, c'est un mécanisme de défense normal, tout comme l'employé en burn-out va se détacher, se distancier en fait de ses clients, de la source du stress. Eh bien, le parent va se distancier, se détacher de la source du stress qui est, en l'occurrence ici, son rôle parental et ce qu'il y a à faire pour les enfants. Et donc, on va voir un parent qui va fonctionner de manière automatique, en pilote automatique.
Le troisième symptôme, qui est une conséquence des deux autres, c'est une perte de plaisir dans son rôle parental. La personne n'a plus de plaisir à être avec ses enfants. Donc, ce sont des parents qui typiquement vont nous dire moi, j'adore aller dans la chambre de mes enfants le soir et les regarder dormir parce qu'à ce moment-là, je peux de nouveau éprouver l'amour que j'ai pour eux. Mais donc, quand ils sont dans les interactions quotidiennes avec les enfants, voilà, ils n'ont plus de plaisir à être avec leurs enfants. Et le dernier symptôme qui est fondamental pour parler de burn-out parental, c'est le contraste. Le contraste entre l'état dans lequel le parent se trouve maintenant et le parent qu'il était avant. Un parent qui aurait toujours été épuisé, distant, qui n'aurait pas eu d'intérêt pour ses enfants, n'est pas un parent en burn-out parental. D'accord? Le burn-out parental ne doit pas avoir bon dos. Ah oui, oui. Donc, ce contraste est en général vécu de manière très douloureuse par le parent. D'accord. Et au fond, alors, on en entend parler de plus en plus aujourd'hui. C'est un phénomène récent. Tout d'un coup, il y a du burn-out parental ou bien c'est simplement quelque chose qui était déjà présent mais qui n'était pas nommé? Alors, bien sûr, il n'y a pas beaucoup de traces dans l'histoire puisque le concept, effectivement, n'existait pas. Hein. C'est un mot qui a été inventé dans les années 80, mais qui n'est utilisé que depuis 2007 donc, et beaucoup plus seulement depuis 2017. Donc, effectivement, c'est un concept relativement récent. Il y a quand même des traces dans l'histoire d'hospitalisation de parents pour épuisement familial, comme c'était nommé. Donc, ça a bien sûr dû exister. Maintenant, il y a des raisons de penser que dans le monde occidental, c'est une problématique beaucoup plus prévalente, plus fréquente, parce que les pressions qui pèsent aujourd'hui sur les parents sont tout à fait inédites dans l'histoire. Avant, on demandait aux parents de maintenir leurs enfants en bonne santé, de leur donner une éducation. Et aujourd'hui, avec ce qu'on appelle la parentalité positive, qui est très répandue en fait dans les pays occidentaux, eh bien, l'investissement dans le rôle parental est énorme. Le sentiment de responsabilité du parent est tout à fait écrasant parfois. Et quand tu dis parentalité positive, ça veut dire quoi au fond? Est-ce que ce sont les sortes de croyances ou de pression sociale, hein? Voilà, c'est qu'on demande aux parents d'être attentifs à la personne de son enfant, à ses besoins, de lui mettre des limites claires, mais toujours de manière bienveillante et donc avec une régulation des émotions très importante puisque le parent doit fournir à l'enfant un contexte sécure, hein, et donc il ne peut pas piquer des crises de colère, être exagérément stressé. En même temps, il doit montrer à son enfant combien il est fier de lui, etc. Donc, ça implique une régulation des émotions constantes, en fait, de la part des parents. C'est ça. Donc, au fond, se réguler constamment au niveau émotionnel, en tout cas d'une certaine manière, j'imagine, peut être source de stress. Voilà, mais ce n'est qu'une des multiples pressions qui pèsent sur les parents. Mais ça mériterait un entretien en soi pour discuter de la parentalité positive et de la pression qu'elle met en fait indirectement sur les parents. Ouais. Alors, du coup, aujourd'hui, dans la situation dans laquelle on est, qu'est-ce que toi tu vois comme étant peut-être particulièrement exacerbé ou quels sont les risques qui sont accrus? Voilà, donc la situation de confinement qu'on vit est particulière et est source de vulnérabilité pour certains parents parce qu'en fait, elle modifie chez certains de manière assez drastique ce qu'on appelle la balance entre les risques et les ressources. Donc, on peut voir la parentalité comme une balance avec d'un côté, on peut dire sur le plateau gauche, tous les facteurs qui contribuent à augmenter le stress qu'on ressent en tant que parent. Donc, ça peut être le fait d'avoir un enfant qui a des difficultés scolaires, un enfant malade, un conjoint qui est peu présent, etc., etc. Soi-même, une personnalité anxieuse et donc qui fait qu'on se tracasse tout le temps pour nos enfants. Est-ce qu'ils auront un avenir? Est-ce qu'ils vont pas être victimes de harcèlement, etc. Et puis, de l'autre côté de la balance, toutes les ressources qu'on a pour nous aider à diminuer le stress parental. Oui. Donc, ça peut être des ressources externes comme l'aide des grands-parents, des voisins, etc., ou des ressources personnelles, le fait de pouvoir facilement prendre distance, d'être bienveillant avec soi-même, d'avoir un aîné qui s'occupe des plus jeunes, etc. Et en fait, dans cette situation de confinement, on voit qu'on a d'un côté une augmentation de tout ce qui pèse du côté des stresseurs, puisque les enfants sont plus à la maison, donc on est plus confronté avec la source de stress. Ils sont plus nerveux parce que dans notre culture occidentale, on n'est pas habitué à être comme ça confiné, restreint dans nos libertés. Il y a plus de disputes entre les fratries. Le parent doit faire plus souvent à manger, nettoyer plus souvent la maison puisque elle est plus sale vu que les enfants ils sont plus. Il y a les devoirs à faire.
pour certaines écoles. Donc, d'un côté, on a une augmentation des stresseurs parentaux et de l'autre côté, toute une série de ressources qu'on a d'habitude, elles ne sont plus là. Donc, on n'a plus de femmes de ménage, on n'a plus de grands-parents, on n'a plus l'aide des voisins et on n'a plus non plus les loisirs qui nous permettent de prendre distance par rapport à notre parentalité et de se ressourcer. Et donc, on voit que ça crée un déséquilibre. Et ce déséquilibre est d'autant plus est ressenti par le parent comme d'autant plus stressant que éventuellement il doit télétravailler en même temps et que donc voilà, on lui demande beaucoup du côté parental et en même temps on ne lui donne pas plus de temps pour gérer cette augmentation de la charge parentale. Et donc voilà pourquoi dans certaines familles la situation devient critique. Alors si vous ajoutez à ça un enfant qui était placé en institution, par exemple. Un certain nombre de parents ont des enfants qui ont un handicap, qu'il soit mental ou physique. Par exemple, les institutions pour enfants autistes sont fermées. Donc, d'un coup, voilà, l'enfant est 100% à la maison. Si vous rajoutez à ça un enfant qui a des troubles du comportement, qui est très turbulent, qui crie, si vous avez des enfants qui ne s'entendent pas et puis qui tout d'un coup doivent vivre 100% l'un avec l'autre, voilà, on voit que pour toute une série de parents, la balance finalement va déjà être déséquilibrée du fait même du confinement, mais dans certaines familles, ça va devenir une situation particulièrement critique. On pense par exemple aux familles qui ont un enfant qui était placé en institution, par exemple un enfant autiste qui tout d'un coup revient à plein temps à la maison, des parents qui ont des enfants qui ne s'entendent pas, avec des disputes incessantes dans la fratrie, des parents qui ont des enfants turbulents ou difficiles. Et donc, voilà, là, ça peut devenir assez critique, en fait, ce confinement pour ces familles. D'accord. Alors, du coup, j'aime bien comme tu présentes les choses, les facteurs de risque, les sources de stress et les ressources. Alors, c'est vrai, comme tu le dis, au fond, il y a toute une série de ressources, notamment externes, qui sont retirées par la situation de confinement. Tu parlais aussi des ressources internes. Qu'est-ce qu'il est possible de potentialiser, de développer ou de cultiver dans cette situation particulière? Et je dirais, alors même que le temps peut sembler très raccourci pour nombre de familles. Voilà, alors évidemment, cette situation, c'est aussi une opportunité, en fait, pour développer toute une série de choses, que ce soit peut-être des qualités internes, on y reviendra, on reviendra peut-être sur la question de la bienveillance et de la pleine conscience, mais c'est aussi l'occasion de modifier en fait certaines routines familiales et peut-être de mettre les enfants à contribution. Ici, dans cette situation, le parent ne peut pas assumer tout seul toute la charge parentale, plus tout ce qu'il y a à faire comme charge domestique. Et donc, ça peut être un bon moment en fait pour instaurer un petit tableau des charges en fonction de ce que chacun apprécie et est prêt à faire. Alors, ce tableau des charges peut varier chaque semaine ou même chaque jour. Il ne faut pas que des frères et sœurs se disputent parce que les deux veulent débarrasser le lave-vaisselle. Ok, s'ils veulent le faire tous les deux, l'un le fait à midi, l'autre le soir, ou un jour après l'autre. Ça peut être aussi un bon moment de revoir en fait la distribution des tâches entre les conjoints. Parce que normalement, cette répartition devrait être flexible, mais on voit que dans certaines familles, c'est plus compliqué d'obtenir cette flexibilité. En fait, là, la situation l'impose. Donc, c'est peut-être un bon moment pour apprendre en fait à voir ce pourquoi on a besoin de l'aide de son conjoint ou de sa conjointe et de pouvoir le solliciter de manière constructive. Donc voilà, il y a toute une série de choses qui peuvent être améliorées au niveau de l'organisation même et de la répartition des choses. Et puis, il y a certaines caractéristiques personnelles qu'on peut aussi développer. Le lâcher prise, parce qu'en fait, cette situation, elle met les anxieux à rude épreuve. Quand on est anxieux, on met en général en place toute une série de stratégies pour contrôler, en fait, pour éviter que la source de stress ne surgisse. Et en réalité, ici, on ne peut rien faire. On ne sait pas combien de temps ce confinement va durer. On ne sait pas si on va être malade ou non, etc. Et donc, en fait, à un moment donné, il faut lâcher prise. Donc, c'est une bonne occasion pour le faire. Une autre caractéristique personnelle qui vaut la peine d'être travaillée, à mon avis, c'est le perfectionnisme. Voilà, on peut vouloir être très, très efficace dans son boulot, très, très présent, disponible en tant que parent, mais normalement, ces deux rôles sont séparés. Alors, pour la plupart d'entre nous, nous avons d'abord la journée au boulot et puis commence seulement la deuxième journée avec les enfants. Et en fait, ici, on nous demande de faire les deux en même temps. Et ça, c'est pas possible d'être aussi efficace quand on a les deux à faire en même temps. Et donc, quelque part, c'est le bon moment d'apprendre à réduire ses exigences et à être tolérant avec soi-même. À l'impossible, nul n'est tenu. Et à l'impossible, nul n'est jamais tenu.
Et donc, c'est un bon moment pour l'apprendre. Alors, j'aime bien comme tu dis cela parce qu'au fond, en t'entendant, je me dis, waouh, ça peut être, alors que ça peut être une situation extrêmement difficile, ça peut aussi être une opportunité. Tu le nommais au tout début de notre échange. Alors après, il y a, je pense, tout un changement de perception aussi qui doit pouvoir être mis en place. Dire, tiens, comment est-ce que je peux entrer en relation avec cette situation de manière peut-être un petit peu différente? Est-ce que, alors je sais pas, peut-être de pouvoir se poser aussi en famille, d'avoir un temps d'échange de qualité pour pouvoir s'écouter, nommer ce qui est difficile et de pouvoir soutenir un esprit de collaboration, se soutenir les uns les autres, pouvoir s'appuyer les uns sur les autres. Alors bien sûr, si les enfants sont en âge de pouvoir avoir ce type de discussion, mais à tout le moins avec le ou les conjoints quand il y en a, enfin ou le conjoint pardon quand il y en a, mais ou entre les conjoints si c'est possible. Et aussi, tu le nommais, l'aspect de bienveillance. Hein. Est-ce qu'on peut aussi cultiver un esprit au sein de la famille et à l'égard de soi, de pouvoir voir que, j'irais même de compassion, de pouvoir voir, ouais, punaise, là, c'est vraiment difficile. Et est-ce que je peux, oui, remarquer combien je fais du mieux que je peux, combien chacun fait du mieux que je peux, pouvoir aussi faire des demandes à l'autre. Donc je vois, là, ça fait aussi appel à toute une série de compétences, entre guillemets, de communication à l'égard d'autrui, mais aussi de compétences intérieures, d'attitudes intérieures hein, qui puissent favoriser un petit peu aussi la diminution de la pression et des exigences. Hein. Complètement. C'est clair que pouvoir se dire, OK, la situation est compliquée pour tout le monde et comme tu le disais, s'adresser des demandes et peut-être des demandes assez explicites qui est, ben, qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans cette famille pour que ça soit gérable? Qu'est-ce qui est le plus difficile à vivre pour toi dans la manière dont je peux être? Et puis moi, faire attention, du coup, en se disant, et que chacun fasse attention finalement à réduire un tout petit peu, à modifier un tout petit peu son comportement pour que la situation soit plus facile à vivre pour les autres. Et si chaque membre de la famille le fait, alors c'est plus facile. Oui, et de pouvoir au fond, oui, renforcer ça, de nommer quand on voit les efforts hein, qui sont mis en œuvre par chacun. Je trouve que ça fait aussi appel à une attitude d'humilité, de dire, ben oui, là, c'est difficile de pouvoir être au top comme j'essaie habituellement de le faire. Et peut-être même de le prendre comme une sorte de laboratoire. Tiens, si on utilisait cette situation pour tester d'autres manières de faire, et comment ce serait d'oser là maintenant de faire un petit peu moins parfaitement. J'ai envie de dire si l'un des éléments qui surajoute du stress est celui par exemple du perfectionnisme ou des exigences. Je me demandais aussi en termes de ressources sociales. Est-ce qu'il y a des éléments qui peuvent être potentialisés, par exemple d'être en lien par téléphone ou par visioconférence avec des amis, des collègues, de se sentir soutenu aussi, ne serait-ce que par le fait de partager un sort commun avec des copains, des copines? Parce que c'est quelque chose qui peut être une ressource intéressante. Hein. Voilà, alors quand on parle de social distancing, c'est bien la distance physique. Ouais. À laquelle on réfère. Et donc, de fait, ce n'est pas l'isolation sociale qu'on demande aux gens. Il y a effectivement d'autres manières d'être en relation avec les autres, exactement comme tu le dis. Et on vit à une époque extraordinaire à cet égard, puisque la technologie, au sens large, hein, une technologie toute simple telle que le téléphone ou des technologies plus complexes comme la visioconférence, ce qu'on est en train de faire actuellement, eh bien, ça nous permet de rester en relation les uns avec les autres. Et ça, c'est très important parce que l'être humain, nous sommes une espèce grégaire, en fait. Donc, nous avons absolument besoin, un besoin vital les uns des autres. Et donc, c'est important de rester en lien. Alors, il y a différentes manières de se faire. Hein. J'ai entendu que certains avaient instauré les apéros. Alors, on va peut-être devenir tous alcooliques à l'issue du confinement. Ce n'est pas l'objectif. Mais oui, il faut rester en lien les uns avec les autres et se soutenir là-dedans pour ceux chez qui c'est difficile. Très bien. Il y a aussi, je sais que tu as mis en place avec Isabelle, je pense, une ligne téléphonique pour les parents en situation de crise. Tu peux peut-être parler de ça? Oui. Donc, on a effectivement anticipé que la situation de confinement pouvait être vraiment un catalyseur en fait de difficultés pour toute une série de familles.
celles qui étaient déjà en difficulté vont être probablement encore plus en difficulté, et d'autres qui ne l'étaient pas, mais peuvent le devenir subitement en raison de cette modification des risques et des ressources. Et donc, on a mis en place ce numéro. Alors, je vais essayer de retrouver le numéro. Voilà. C'est le 0471 414 333. Donc, 0471 414 333. C'est un numéro belge. Ceci étant dit, d'autres peuvent appeler, mais alors ils doivent faire le préfixe plus 32 avant. D'accord. Et au fond, l'intention de... Comment ça fonctionne, cette ligne? Qu'est-ce qui vous a amené à mettre cela en place, hein? C'est vraiment faire de la prévention. Donc, on sait que l'épuisement parental, une des conséquences les plus dramatiques de l'épuisement parental, c'est donc cette mise à distance à l'égard des enfants, et donc il peut en résulter donc de la violence verbale mais aussi physique, et donc on souhaitait absolument pouvoir prévenir cette conséquence-là, aider les parents qui sentent qu'ils s'épuisent à rajouter en fait des ressources ou diminuer les stresseurs avant qu'ils en viennent à la violence. Et ce, d'autant plus qu'on avait entendu que dans les pays qui étaient en confinement un peu plus tôt que nous, eh bien, les appels aux équivalents français et autres de SOS Enfants avaient littéralement explosé, que les chiffres pour violence intrafamiliale avaient explosé. Donc, on voulait absolument prévenir ça. Et donc, au bout du fil, il y a des bénévoles qui sont des personnes formées à l'épuisement parental ou formées en parentalité, en prise en charge psychologique de la parentalité. Et donc, on est une quarantaine de bénévoles qui nous relayons au téléphone. Et donc, voilà, c'est vraiment l'objectif de cette ligne. Alors, elle est au tarif d'appel habituel. Si vous avez un forfait, vous ne payez rien et vous ne payez pas la consultation, entre guillemets, derrière. Donc, ces psychologues agissent de manière tout à fait bénévole. D'accord. Merci Moira, et merci pour tout ce que tu mets en place. Merci aussi pour la diffusion d'informations que tu offres face à quelque chose, je le disais au tout début, qui peut être vécu, je pense, pour des parents comme quelque chose de très stigmatisant. Et j'ai le sentiment que par toute la communication que vous faites, toi et Isabelle Roskam notamment, contribuez au fait de nommer quelque chose qui est là, qui est présent dans la société, qui est très prévalent. Je ne sais pas si tu as donné un chiffre en termes de fréquence. Alors, d'ordinaire, donc hors situation de confinement, le burn-out parental est beaucoup plus prévalent dans les pays occidentaux et donc peut atteindre jusqu'à 8% des parents quand on fait des coupes, hein, donc en prévalence instantanée, ce qui est beaucoup. Je dirais que la moyenne, c'est plutôt 5%. Mais donc ici, on s'attend, en raison du confinement, à une augmentation drastique du burn-out parental. Et je pense que, comme on l'a dit plus tôt dans notre entretien, ben voilà, le confinement, c'est aussi une opportunité. Parmi les opportunités que ce confinement génère, il y a aussi celle de mieux comprendre dans la population cette question de l'épuisement parental, du burn-out parental. Certains parents qui sont en burn-out se sentent extrêmement esseulés, seuls, incompris. Et donc ici, on voit que beaucoup de gens qui n'étaient pas du tout épuisés, parce qu'ils avaient de l'aide de leurs parents, de leurs conjoints, de la domesticité à la maison, par exemple, eh bien, voient soudainement cette balance déséquilibrée et éprouvent ce que peut être cet épuisement. Et donc, j'espère en tout cas que le burn-out parental sera mieux compris en fait dans la population suite au confinement. Et du coup, qu'il y ait moins de stigmatisation et plus d'autorisation à dire que oui, c'est difficile, et peut-être du coup de mobiliser davantage les ressources externes pour être Exactement. Ouais. Voilà, exactement. Tout à fait. J'espère que ça va vraiment contribuer à lever le tabou sur cette question de burn-out parental et augmenter la bienveillance entre les parents. Très bien. Et probablement aussi soutenir la bienveillance à l'égard des parents eux-mêmes, intrapersonnels. Ouais. Voilà. Un grand merci Moira. Merci pour ce temps. Merci pour tout le travail que tu fais et que tout aille bien pour toi dans cette période de confinement. Et à très bientôt en live, j'espère. Oui, à bientôt, Gwenola. Merci beaucoup. Au revoir, Moira.